quand une entreprise en est à ce point-là, de se dire, bon, on s'est développé d'abord en France, ça marche bien pendant 1 an, 2 ans, et voilà, on veut développer d'autres marchés. Bon, on génère du trafic sur notre site, via notre site français, on veut juste le dupliquer pour l'autre pays. Ça, souvent, ceux qui veulent aller un peu vite, en se disant juste on traduit nos pages et nos articles dans une autre langue et ça va être bien, c'est plutôt une mauvaise idée. Ok, donc c'est parti, très bien. Donc oui, aujourd'hui, je suis là avec Guillaume Guesson. Guillaume, tu peux te présenter? Ouais, écoute, déjà merci pour l'invitation. Et puis bah moi, du coup, c'est Guillaume Garçon. Je suis consultant freelance en marketing digital, spécialisé dans tout ce qui est acquisition de trafic et notamment le SEO, donc le référencement naturel. Donc en fait, moi, mes clients, c'est des gens qui ont un site internet. Malheureusement, bah, en fait, leur site leur apporte pas beaucoup. Souvent, ils viennent de faire créer un site ou ils viennent de faire une refonte de site. Mais voilà, ils se rendent compte qu'en fait, si personne ne vient dessus, bah, en fait, leur site, il sert juste à rien. Et donc, bah, voilà, moi, je viens les aider sur cette problématique-là, d'essayer d'attirer bah, des prospects, des personnes et surtout les bonnes personnes sur leur site internet pour ensuite bah, voilà, les convertir soit en clients, soit en prospects, soit pour de la notoriété parfois. Voilà. Très bien. Et donc, toi, ouais, tu as ton entreprise actuellement ou tu travailles en freelance? Je travaille en freelance, c'est ça, ouais, je travaille en freelance. C'est vraiment, D'accord. j'ai ma Comme propre consultant. entreprise, mais comme consultant, c'est ça. Ok, parce que oui, tu as aussi plusieurs sites, plusieurs blogs, je crois. Ouais, bah après, je fais d'autres petits projets. Effectivement, j'ai plusieurs sites, plusieurs blogs, voilà, voilà, sur des projets différents, mais globalement, voilà, mon activité, c'est vraiment ça, et voilà. Ok, ok, très bien. Et donc, comment tu as débuté dans le marketing digital? Alors moi, à la base, c'est vrai que je viens pas du tout du monde du marketing digital. À la base, moi, je m'étais orienté plus dans l'informatique, vraiment tout ce qui était administration de systèmes et réseaux. Donc vraiment le truc un peu de geek vraiment très endurci. Et en fait, je travaillais dans une toute petite entreprise. Bon, à l'époque, on parlait pas trop de start-up, mais bon, en fait, c'était une start-up parce qu'on était genre 10 ou 12. Et à côté de mon travail, on va dire, d'informaticien, bah, c'est vrai qu'il n'y avait rien du tout sur Internet par rapport à cette entreprise. Il y avait juste justement voilà, un petit site qui avait été créé par le fils d'un des fondateurs, mais voilà, histoire d'être sur Internet. Et moi, ça a commencé à me plaire de faire un peu du web, voilà, faire de la création de sites, et puis ensuite, tu crées un site, mais tu essaies d'attirer des gens dessus. Et du coup, bah, à côté de mon boulot, voilà, on prenait quelques heures justement pour refaire le site, l'améliorer, faire des articles de blog pour essayer d'attirer des gens dessus, d'être un peu sur les réseaux sociaux. Et en fait, voilà, c'est comme ça que je suis venu un peu au marketing digital. Et finalement, après, j'ai fait des formations. Alors, il y a beaucoup d'autodidactes, on va dire, dans le marketing digital. Donc, j'ai beaucoup appris par moi-même ou bah, tout simplement par les ressources qu'on peut trouver sur Internet. Et aussi, j'ai quand même fait une vraie formation en marketing digital parce que je voulais valider mes compétences. Et voilà. Et au final, après, j'ai complètement transité là où j'étais un peu en 50-50 informatique et marketing digital. J'ai transité en 100% marketing digital. Et puis, bah, après, voilà, j'ai voulu me lancer en freelance, etc., parce que ça marchait super bien et qu'il y avait surtout énormément de demandes. Mais en fait, c'est un peu pas par hasard, mais c'était un peu en à côté, quoi. J'étais pas destiné à la base, je m'étais pas dit je ferais du marketing digital. J'ai suivi un peu le courant. Oui, non, ouais, c'est comme beaucoup de gens dans la vie, n'est-ce pas? C'est le Oui. meilleur chemin d'être guidé comme ça avec quelque chose qui t'intéresse. Oui, non, c'est super intéressant. Du coup, OK, donc pour les gens qui ne savent pas, si on a un site web, donc on vient de créer un site web, mais on ne sait pas grand-chose sur l'acquisition de trafic, quelles sont les bases pour attirer les gens vers son site? Ouais, alors effectivement, tout le monde passe par cette case-là de se dire j'ai un site et comment est-ce que je peux attirer du monde dessus. Et c'est vrai qu'en fait aujourd'hui il y a plein de solutions.
On va parler que du web parce que, bon, après, bien sûr, on peut faire de la pub à la télé, etc. Mais ça, on va pas en Ouais. parler. Mais pour parler que du web, c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, il y a les réseaux sociaux, il y a la publicité en ligne. On peut payer pour diffuser, par exemple, des bannières ou des choses comme ça. Et ensuite, bah, on redirige les gens vers où? Bah, vers notre site. Et du coup, l'un des canaux, on va dire, les plus intéressants et celui sur lequel je me suis particulièrement spécialisé, c'est effectivement le SEO. Donc, SEO, c'est Search Engine Optimization. Donc, c'est l'optimisation pour les moteurs de recherche. Donc, en fait, le but, ça va être de faire en sorte de référencer au maximum notre site Internet sur les moteurs de recherche. Alors, selon les pays, on va dire en Europe, quand on parle de moteurs de recherche, on parle surtout de Google. On ne s'occupe pas trop des autres moteurs de recherche, mais c'est vrai que c'est quand même important de préciser qu'il y en a quand même d'autres. Il y a Bing, par exemple, aux États-Unis, c'est beaucoup plus partagé le marché entre Bing et Google. Enfin, globalement, voilà, c'est des algorithmes, des moteurs de recherche qui référencent en fait des pages web. Et quand un internaute va taper une recherche sur Internet, par exemple, meilleur vélo électrique ou meilleure pizzeria à côté de moi, bah, en fait, il y a un classement. Et c'est juste un classement. Il y a vraiment un site. Il y a le premier, le deuxième, le troisième, et ça peut aller jusqu'à des centaines de pages. Et en fait, le but du SEO, c'est vraiment de faire en sorte d'être le plus haut possible. Donc, si possible, d'être le premier, parce que forcément, si on est classé premier, comme n'importe quel classement, c'est nous qui allons avoir le plus de visibilité. Mais voilà, pour le SEO, c'est d'essayer d'optimiser au maximum notre site pour qu'il soit voilà, dans le top 3 sur des mots-clés qu'on aura ciblés, qu'on aura identifiés à l'avance. Et donc voilà, c'est vraiment d'optimiser notre visibilité sur les moteurs de recherche. Et en France, par exemple, on parlera surtout de Google. Oui, oui, tout à fait. Du coup, le SEO, c'est vraiment le but de beaucoup de gens dans le marketing digital et c'est surtout la recherche. Google, Bing, Yahoo, si ça existe toujours, je ne sais pas. Mais Ouais. comme tu as dit, c'est Google et en Chine aussi. Il y a Beidou, ouais, il y a Beidou, c'est Beidou. ça. Et Je ne sais il pas y a si tu connais. Yandex. Ouais, un peu, je ne fais pas trop en Chine, mais il y a Beidou en Chine, il y a Yandex aussi en Russie. OK. Voilà, mais sinon. Et ils fonctionnent tous un petit peu avec la même manière, le même système, le même Bah, algorithme. alors, d'un point de vue scientifique, on dira que non, parce que sur le même mot-clé, sur plusieurs moteurs de recherche, on n'aura pas les mêmes résultats. Donc forcément, ça veut dire qu'il y a une différence au niveau algorithmique. Après, Mhm. malgré tout, il y a quand même des tendances. Il y a des tendances parce qu'en fait, derrière un moteur de recherche et derrière chaque algorithme, en fait, il y a une logique. C'est-à-dire Google ou n'importe quel moteur de recherche ne cherche pas à embêter les webmasters, les gens qui ont des sites Internet, pour que ce soit compliqué d'être référencé. C'est vraiment d'essayer de proposer aux utilisateurs du moteur de recherche les résultats les plus pertinents. Donc, par exemple, il y a eu quelque chose qui est rentré. Alors, vraiment, les algorithmes, c'est plein de critères différents qui sont calculés. Ça fait des scores. C'est d'une complexité niveau ingénieur plus, mais globalement, bon, il faut qu'un site aujourd'hui, il soit rapide, il faut qu'il soit responsive, c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit facilement affiché sur mobile. Tout ça, c'est des choses un peu logiques et qui sont communes à la plupart des moteurs de recherche parce que bah, c'est Mhm. juste de la logique pour l'utilisateur. Donc, il y a quand même des Mhm. tendances qui sont communes. Chaque moteur de recherche, bien sûr, développe ses algorithmes, ses intelligences artificielles pour essayer de mieux comprendre les contenus, pour essayer de les classer de manière plus pertinente. Voilà, il y a quand même une guerre de technologie pour essayer d'avoir l'algorithme le plus efficace. Et en fait, l'algorithme le plus efficace, c'est celui qui classe les contenus du plus pertinent au moins pertinent de la manière la plus efficace. Quoi. Donc voilà, c'est pas exactement les mêmes algorithmes forcément, mais bon, malgré tout, en réfléchissant à l'utilisateur final, on met toutes les chances de ce côté pour être bien positionné aussi bien sur Google que sur Bing. Et après, bon, quand on est vraiment au niveau international, en Chine, etc., évidemment, c'est d'autres moteurs de recherche. Et alors là, ça peut Mhm. être un peu plus différent, mais enfin un peu différent, mais la logique reste quand même la même. Oui, non, tout à fait. Du coup, oui, on peut parler plus tard sur le marché international parce que oui, c'est une autre chose. Mais ouais, pour parler de base, pour les gens qui ne savent pas, c'est quoi un mot-clé? Parce que j'imagine il y a beaucoup de gens qui ne savent pas. Oui, c'est vrai. Du coup, un Oui, c'est mot-clé, vrai, c'est quoi? beaucoup. C'est vrai. Alors, c'est vrai que nous, quand on est en SEO, quand on a un site internet, souvent en SEO, on commence notre réflexion de se dire quels sont les mots-clés sur lesquels on veut se positionner. Mais c'est vrai qu'après, si on se met à la place de l'utilisateur, en fait, un mot-clé, c'est une requête. En fait, c'est vraiment les requêtes qui sont faites sur le moteur de recherche. Donc, n'importe quelle recherche qui est faite, en fait. Donc, ça peut être un mot, hein, mais bon, généralement, on fait rarement des requêtes d'un seul mot. Hein. Généralement, quand on Mhm. va sur Google, on tape pas un mot, souvent, on tape plusieurs mots. Par exemple, tout à l'heure, j'ai dit meilleur vélo électrique. Après, si je veux
Une autre requête, ça pourrait être le vélo électrique pas cher. Voilà, si je suis plus en train de chercher une solution pas chère. En fait, tout ça, c'est un mot-clé. Vélo électrique pas cher, c'est 4 mots, mais en fait, c'est un mot-clé SEO. Donc, c'est vraiment ça, c'est une recherche, une requête. Voilà, on peut dire une recherche Google, une requête Google, un mot-clé, une requête clé. Il y a plusieurs synonymes, on va dire, mais en fait, ça veut dire la même chose. C'est vraiment répondre à une requête utilisateur sur le moteur de recherche. Et évidemment, si je suis classé premier sur une requête, voilà, meilleur vélo électrique et que je vends des vélos électriques, bah, c'est évidemment super. Oui, voilà. Donc, le mot-clé, c'est juste une requête qu'un internaute va taper dans le barre de recherche à Google et va s'attendre à avoir des résultats liés à sa recherche. Et pour les entreprises et pour les blogueurs, le but, c'est d'être classé en premier de cette recherche. Du coup, c'est pour ça qu'on fait beaucoup de recherches de mots-clés pour nos blogs. Oui, mais ça fonctionne aussi, je crois, pour YouTube. On fait la même chose. Les réseaux sociaux, c'est un peu différent, je crois. Ah, c'est vrai que oui, YouTube est une forme de moteur de recherche finalement, puisque quand on va sur YouTube, bon, à part la page d'accueil, mais sinon, généralement, on cherche quelque chose. Donc, c'est vrai que ça fonctionne exactement pareil. Et effectivement, les réseaux sociaux, c'est un peu différent parce que finalement, on recherche peu sur les réseaux sociaux. Alors, il y a souvent des moteurs de recherche quand même sur un réseau social. On peut faire une recherche pour chercher quelqu'un ou un contenu, mais enfin, généralement, moteur de recherche, on est abonné à des comptes. Et puis, enfin, moteur de recherche. Les réseaux sociaux, on est abonné à des comptes, donc on voit les contenus des comptes auxquels on est abonné. Et il y a des algorithmes maintenant, des intelligences artificielles qui essayent de nous proposer des contenus par rapport aux contenus qu'on a déjà consommés. Donc finalement, on ne fait pas trop de recherche. Après, historiquement, il y avait quand même un peu la notion de hashtag, par exemple sur Instagram, c'est vrai. Ça peut être aussi vrai sur LinkedIn, sur Twitter. Mais enfin, on utilise de moins en moins les hashtags parce que les gens recherchent quand même de moins en moins. Voilà, ils attendent les contenus, on consomme des contenus sur les réseaux sociaux et on fait moins de recherche, quoi. Oui, c'est ça. Et c'est intéressant avec YouTube parce que c'est un peu entre les deux, je trouve. Oui, tu as Google qui est vraiment pour la recherche, pour les requêtes. Et quand tu veux savoir quelque chose, on va directement sur Google. Oui, Facebook, TikTok, tout ça, c'est pour s'amuser. Et on veut qu'ils nous proposent le contenu Les plus à pertinents. consommer. Le plus pertinent. Mais YouTube, c'est un peu un mélange des deux parce que moi, personnellement, j'utilise comme un moteur de recherche aussi quand j'ai besoin de, je sais pas, réparer quelque chose chez moi. C'est un peu comme Google, mais en même temps, il nous propose le contenu Ouais, des qui est contenus. juste amusant. Amusant. Ouais, c'est vrai, Ouais. c'est vrai, c'est vrai. Il y a les deux sur YouTube, c'est un peu un mix des deux, c'est vrai. Ouais, c'est cool. Et du coup, et c'est pour ça aussi que toute entreprise souhaite être ouais, à la tête parce que si quelqu'un cherche quelque chose, ils sont intéressés, ils sont motivés à en savoir plus. Et du coup, si on a un site, on va cibler le mot-clé le plus pertinent pour nous. Par exemple, chez nous, à WIC, on cible les mots-clés comme ouais, cours d'anglais, cours d'espagnol, ouais, cours de langue en ligne, cours de langue CPF, les choses comme ça. Mais comment, et pour toi, ça serait marketing digital, Oui, consultant en SEO, c'est ça, j'imagine. exactement. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Mais pour les gens qui ne savent pas encore, comment Google, comment il peut comprendre son contenu? Comment il sait attribuer cet article à cette requête? Ouais, bah c'est vrai, ouais, c'est vrai. Ça, c'est tout le travail d'un moteur de recherche et c'est là-dessus d'ailleurs que c'est la guerre entre les moteurs de recherche pour avoir le plus pertinent. C'est vrai qu'en fait, ils développent des robots et des algorithmes pour analyser les contenus. Alors, c'est vrai qu'historiquement, par exemple, c'était tout bête. Alors, ça fait très longtemps, ça marche plus du tout comme ça, mais par exemple, si on voulait être premier sur bon, vélo électrique, bon, déjà à cette époque, ça n'existait même pas, mais bon, voilà, on voulait être premier sur vélo électrique ou sur vélo rouge, on va dire, à l'époque. Bah, il suffisait simplement d'une de nos pages web bah, de mettre plusieurs fois le mot vélo rouge. Voilà. Là, Google, il détectait, OK, bon, bah, il y a 20 fois le mot vélo rouge sur cette page. Elle me paraît donc très pertinente. Bon, Okay. c'est pas idiot. C'est sûr que c'est plus pertinent qu'une page où il n'y a pas du tout le mot vélo rouge. C'est clair. Voilà, sur cette requête-là qui est vélo rouge. Bon, maintenant, les algorithmes sont quand même bien plus développés. Déjà parce que bah, ce serait assez facile de tricher. Évidemment, il y a des gens qui ont un peu joué là-dessus, qui ont répété plein de fois, et c'était celui qui répétait le plus de fois qui était premier. Bon, ça, c'était vraiment une autre époque. Maintenant, il faut faire attention. Il faut évidemment, encore une fois, que le mot-clé soit quand même présent dans la page. Hein. Donc, il y a plein de critères d'optimisation. Par exemple, si je veux optimiser une de mes pages pour le mot vélo rouge, bien sûr qu'il va falloir que ce mot il se retrouve à certains, on va dire, points cruciaux de la page, le titre de la page, par exemple. Voilà. Parce qu'il y a plein de pages qui vont parler d'un vélo rouge.
quand je dis des pages, là, ce serait plutôt des fiches produits sur des sites e-commerce, évidemment, hein, pour un vélo, pour un produit, mais bon, faut que ce soit dans le titre de la page, faut qu'il y ait des images avec comme nom justement vélo rouge. Il faut qu'on retrouve quand même le mot vélo rouge dans le contenu. Mais maintenant, ça va beaucoup plus loin. C'est-à-dire que autour de la requête vélo rouge, maintenant, les moteurs de recherche, ils essayent de comprendre derrière une requête quelle est l'intention de recherche. Par exemple, si je tape vélo rouge, le moteur de recherche, il peut se dire, là, il y a une intention d'achat. C'est-à-dire que cette personne, elle fait une recherche. Elle ne se demande pas comment est fabriqué un vélo rouge. Clairement, elle se demande elle veut avoir une liste de produits qui est vélo rouge. Et c'est pour ça que si on tape une requête du type vélo rouge sur Google, normalement, on devrait surtout voir des sites e-commerce. Par contre, si je tape comme mot-clé réparer la chaîne d'un vélo, bon, je ne vais pas préciser la couleur rouge forcément dans cette requête, mais là, on va plutôt être sur une intention informationnelle. Et donc là, Google, il va plus me proposer des articles de blog ou des vidéos YouTube aussi, parce que de plus en plus, justement, des tutos sur comment réparer la chaîne d'un vélo. Donc en fait, Google, il arrive à détecter, par exemple, sur un site e-commerce, il va voir que, OK, il y a une page qui est optimisée pour vélo rouge, mais OK, sur cette page-là, il y a le mot ajouter au panier. Il y a le mot paiement 4 fois sans frais. Du coup, il va comprendre que c'est du e-commerce et que c'est une boutique. Et du coup, quand quelqu'un va faire une requête avec une intention d'achat, il va plutôt proposer ce site. Par contre, sur un article de blog, par exemple, si c'est un article de blog sur comment réparer la chaîne d'un vélo, il va voir qu'il y a un auteur, qu'il y a surtout des paragraphes avec des sous-titres, que le contenu il est assez long, qu'il y a une vidéo dans l'article. Et du coup, il va se dire, ah, ça, c'est un contenu plus informationnel. Donc, cet article-là, je vais plutôt le pousser sur une requête où l'internaute, il a une intention, il recherche une information, un conseil, un tutoriel, quoi. Et donc, voilà, c'est vraiment des analyses, hein, c'est extrêmement poussé. Honnêtement, il faut être ingénieur pour avoir un niveau de compréhension, pour comprendre comment tout ça fonctionne. Il y a plusieurs algorithmes qui rentrent en ligne de compte. Et ça, Google, il arrive à analyser le contenu aussi en cherchant des synonymes. Voilà, OK, le mot vélo rouge, c'est une chose, mais est-ce qu'autour de ça, est-ce qu'il y a des termes comme chaîne de vélo, guidon, selle, adhérence, VTT, VTC, voilà, des mots qui sont en lien avec mon vélo de base, enfin avec mon mot-clé qui est vélo rouge de base, mais qui transitent autour d'un point de vue sémantique pour voir si en fait le contenu est riche ou pas, quoi. Après, des fois, Google peut même aller plus loin, certains moteurs de recherche. Alors, voilà, on est sûr de rien parce que finalement, Google, il dévoile pas non plus son algorithme, évidemment. Il y a quand même pas mal d'études qui sont faites et peut aussi y avoir de l'analyse du comportement des utilisateurs. Par exemple, admettons, j'ai mon top 3 sur Google sur vélo rouge. Google se rend compte que le deuxième, les gens qui cliquent sur le deuxième site qui arrive à se classer restent plus longtemps sur le site, quittent moins le site, du coup, semblent plus satisfaits du deuxième. Il peut décider aussi, d'un point de vue algorithmique, de passer le deuxième en premier, parce que finalement, il se rend compte en réceptionnant les données utilisateurs que le deuxième est finalement plus pertinent que le premier. Et alors ça, il le fait Google grâce à son empire de logiciels. Donc voilà, typiquement, beaucoup utilisent Google Chrome. Voilà, je ne suis pas le dernier non plus. J'utilise moi-même Google Chrome. En fait, Google, il sert de Google Chrome pour récupérer des données. Ça, c'est quasiment sûr. Donc voilà comment ça marche. Et c'est une machine vraiment très compliquée. Il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Et c'est pour ça que d'ailleurs, même chez Google, personne ne pourrait te dire la recette de comment classer un contenu premier. Parce qu'en fait, il y a tellement de personnes qui travaillent sur différents algorithmes, qui font de la pondération, qu'en fait, c'est une machine extrêmement complexe. Et voilà. Après, voilà, ça me paraît pas mal en résumé, on va dire. Non, c'est intéressant. Je ne savais pas ça, en fait, qu'il y a plusieurs équipes. C'est logique, il y a plusieurs équipes chez Google. Du coup, forcément, cette personne-là, c'est vraiment exactement la recette qu'ils ont pour le contenu parfait. Et du coup, donc, il y a vraiment deux façons d'évaluer la qualité d'un contenu. Donc, au début, Google va évaluer le mot utilisé, le mot-clé. Donc, comme tu as dit, c'est vélo rouge ou une voiture pas chère, quelque chose comme ça. Mais aussi, Google va faire une analyse d'autres mots sur ta page. Donc, si c'est un site e-commerce, comme tu as dit, ajouter au panier, d'autres choses comme ça, c'est clair que c'est une requête transactionnelle. Et il y a le côté technique aussi, qui est plutôt le comportement d'utilisateur, c'est ça? Ouais, c'est ça, exactement. Oui, Google peut aussi utiliser le comportement utilisateur pour ajuster ses résultats. Du coup, c'est la durée de lecture. Donc, si la personne lit l'article, tout l'article, Google sait que c'est un article de bonne qualité. C'est ça.
Il y a d'autres choses aussi, ou c'est juste Ouais, le trompe sur la page? c'est vrai que historiquement, bon, surtout en plus qu'on peut regarder, nous, avec des outils, quand on a un site, généralement, on utilise par exemple Google Analytics pour observer son trafic. Et c'est vrai qu'il y a ce qu'on appelle le taux de rebond. Et en fait, un rebond, c'est qu'une personne en fait, clique sur notre page, par exemple, depuis Google, et quitte tout de suite le site sans faire d'action. Ça, c'est plutôt un signe de j'aime pas trop ça, on dit un signe de mauvaise qualité. C'est-à-dire que si la personne elle est arrivée sur notre site et qu'elle s'en va après, bon, c'est qu'elle n'a pas été hyper engagée par notre site internet. Bon, en vérité, c'est un peu faux parce que des fois, on fait une recherche, on tombe sur un article qui répond à notre question et du coup, on s'en va, c'est normal. On va pas passer 3 heures sur l'ordinateur. Enfin, quand même, ça donne une tendance. Voilà, s'il y a quasiment tout le monde qui s'en va, c'est que vraiment, le site est peut-être pas super intéressant. Donc ça, c'est aussi une donnée que Google peut utiliser. Après, Google, il utilise aussi parfois tout simplement les données qui viennent de son moteur de recherche. C'est-à-dire que nous, en tant qu'utilisateurs, quand on tape un mot-clé sur Google, on a les 10 premiers résultats. Alors souvent, on ne les voit pas tous en même temps. On va voir peut-être les 3, 4, 5 premiers sans scroller avec la souris. En fait, là, il peut aussi récupérer la donnée du taux de clic de chaque résultat. Parce que nous, en tant qu'utilisateurs, en fait, on ne clique pas systématiquement sur le premier. Parce qu'en fait, sur le moteur de recherche, quand on a la page des résultats, on a un titre, une description à chaque fois. Et on peut avoir d'autres choses visuelles, mais globalement, c'est ça. Il y a toujours ce qu'on appelle la title, le titre de la page, et la description. Et bien là, celui qui écrit bien, qui fait un peu de copywriting, qui écrit un meilleur titre, une meilleure métadescription, qui va donner plus envie de cliquer, il va peut-être pouvoir tirer son épingle du jeu. C'est-à-dire que même s'il est classé deuxième, si finalement le titre donne beaucoup plus envie, les gens vont peut-être plus cliquer sur le deuxième que le premier. Et du coup, voilà, ça peut aussi aider le deuxième justement à mieux remonter. Ou même s'il ne remonte pas, à la rigueur, il s'en fiche, simplement il a plus de clics, donc c'est beaucoup mieux pour lui. Donc ça peut être aussi quelque chose qui est très important. Au-delà de l'aspect ranking, c'est ces aspects titres et métadescription. Après, voilà, c'est des choses, des techniques à mettre en place pour donner envie aux gens de cliquer. Il faut faire un beau titre. Par exemple, un titre, si j'hésiterais entre un titre sur, voilà, nos conseils pour apprendre l'anglais. En fait, il vaudrait mieux mettre un titre, par exemple, qui donnera un peu plus envie, genre 8 conseils pour apprendre l'anglais, parce que quand c'est chiffré, on a plus envie de cliquer, c'est des choses comme ça un peu psychologiques qui peuvent, voilà, c'est le même titre en fait, ça veut dire la même chose, mais simplement, il y en a un qui donne peut-être un peu plus envie. Puis après, dans la métadescription, je vais mettre 8 conseils simples à mettre en place en 2 semaines, voilà, pour donner envie de se dire aux gens qui vont apprendre l'anglais en 2 semaines, c'est pas possible, mais voilà, pour donner envie aux gens de plus cliquer sur moi que sur le premier qui mettra juste apprendre l'anglais, voilà, nos conseils d'experts. Bon, voilà. Et voilà, juste pour les gens qui ne savent pas la métadescription, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment, en fait, quand on est sur Google et qu'on tape un mot-clé, quand on a les résultats qui s'affichent, généralement, on en a 10 par page, hein, globalement, la plupart des mots-clés, c'est comme ça. On a toujours, pour chaque page web, le titre qui s'affiche en premier. En dessous, donc ça, c'est la title. En fait, c'est le titre en anglais. Bon, voilà, tout bêtement, en fait, c'est la balise de titre en clair. Et on a aussi la métadescription, qui est la description qui va s'afficher sous le titre de la page. Et alors ça, c'est une métadescription, c'est du texte qui s'affiche sur Google. C'est donc du texte qui est destiné qu'à Google, on va dire, entre guillemets. Par contre, c'est du texte qui n'est pas affiché sur la page. C'est-à-dire qu'après, je peux mettre un texte en métadescription pour donner envie aux gens de cliquer, mais quand les gens vont cliquer sur mon site, après, c'est du texte qu'ils ne sont pas obligés de retrouver sur la page. Alors, je peux mettre du texte que j'ai récupéré de la page, mais je veux dire, je ne suis pas obligé, quoi. C'est vraiment comme une… En fait, les titles et métadescriptions, c'est un peu comme si on affichait une bannière publicitaire sur la page de résultats de recherche de Google, parce que ça va s'afficher sur Google, mais je ne suis pas obligé de retrouver ce contenu-là sur mon site. Il faut que ce soit en lien, évidemment. Oui, voilà, donc même si on a un super contenu qui est très pertinent, très intéressant, mais en fait, notre titre et notre métadescription, ça ne donne pas envie de cliquer là-dessus. Oui, on va pas forcément avoir le trafic qu'on mérite. C'est ça. Juste à cause de ça. C'est ça, exactement. C'est exactement ça. Oui, intéressant. Et en fait, c'est quelque chose que j'ai constaté aussi chez WeSay avec notre blog, ce que tu as dit avec… utilisant les chiffres, les 3 premiers, les 5. Je ne sais pas pourquoi, mais les êtres humains, ils aiment bien. Ouais, c'est un peu bizarre, mais ça fonctionne toujours mieux que juste les meilleures pratiques et blablabla. C'est clair. Ouais, donc c'est un peu bizarre. Du coup, il y a les requêtes transactionnelles et les requêtes informationnelles. Il y a d'autres, ou c'est vraiment, de là. Globalement, quand on va sur Google,
on recherche soit de l'information, soit globalement, on recherche de l'achat. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on va sur Internet, bon, en plus, on est quand même dans une société de consommation, c'est clair. C'est soit de l'achat, soit de l'information. Globalement, c'est ça, c'est ce qu'il faut garder en tête, Mm. c'est le plus important. Donc, tout dépend ce que nous on fait. Mm. Ça dépend de notre activité. Si je suis un e-commerçant, si vraiment je vends en ligne, c'est très, très, très important d'avoir ces notions-là en tête. C'est vrai que quand on vend du service, de la prestation intellectuelle, c'est parfois un peu différent. Mais que par exemple, moi qui fais du marketing digital, bon, j'ai un blog où je donne des conseils. Voilà, ça peut être justement, qu'est-ce que la balise métadescription? J'ai un article qui explique ce que c'est. Ça, c'est un mot-clé informationnel. Clairement, cet article-là répond à un besoin d'information de personnes qui s'interrogent. Après, charge à moi d'expliquer aux gens ce que c'est la métadescription et puis de leur dire, vous embêtez pas avec, moi je suis consultant, je peux le faire pour vous. Après, les requêtes transactionnelles, pour moi, même si il n'y a pas de transaction sur mon site, je ne suis pas un site e-commerce, c'est effectivement, tu l'as dit au début, par exemple, consultant SEO, freelance SEO. Ça, c'est des mots-clés où, en fait, les gens, quand ils tapent ça, alors, peut y avoir, des fois, c'est un peu, ça, il faut prendre un peu avec des pincettes. Quelqu'un qui tape consultant SEO, ça peut être quelqu'un qui se renseigne sur le métier. Du coup, en fait, il a un besoin d'information de base. Mais il y a quand même beaucoup de personnes qui tapent consultant SEO, en fait, qui cherchent un consultant SEO vraiment. Et dans ce cas-là, Google va plutôt leur afficher un annuaire ou des sites internet où, voilà, moi, par exemple, ma page d'accueil, elle est optimisée pour consultant marketing digital. Bon, tout bêtement, mais ouais, ça va lui leur proposer ça, ou justement sur ma page, j'explique que je suis un professionnel, tant d'années d'expérience, mes tarifs, c'est ça. Ça fait très transactionnel, même s'il n'y a pas de vente en ligne. Et c'est vraiment ça qui est important, c'est d'avoir en tête ces mots-clés vraiment qui vont nous apporter des clients, et les mots-clés qui sont plus informationnels, qui peuvent nous apporter des clients, mais Mm. moins directs. On est moins à la fin du tunnel de conversion. Les gens sont vraiment encore au début en train de s'interroger. Oui, non, mais je crois que c'est une stratégie de beaucoup de services intellectuels. Comme dit, oui, nous deux, en fait, oui, nous écrivons les articles juste informationnels pour montrer son expertise et parce que les gens, peut-être, ils cherchent le conseil ou une information, mais ils sont pas forcément prêts à acheter quelque chose. Du coup, c'est un bon moyen de se promouvoir. Euh, Quoi, c'est ça. Et en fait, il y avait une question que j'ai oublié de te poser. Du coup, est-ce que le SEO, c'est pour tout type, toute activité, tout secteur, ou est-ce que c'est plus pertinent pour certaines entreprises et moins pour d'autres? Alors, c'est clair que, bon, de base, d'être bien référencé sur Google et sur les moteurs de recherche, ça peut jamais faire de mal, et c'est globalement pertinent pour toutes les entreprises. À partir du moment où on se dit que toute entreprise devrait avoir un site internet, et c'est vrai qu'en 2022, ne pas avoir de site internet, ça paraît quand même un petit peu compliqué. Euh, on pourrait dire que le SEO est important. Après, attention, il y a pour, pour des gens qui nous écouteraient, euh, le SEO, est-ce que c'est important pour moi? Ça peut être de se dire, est-ce que c'est important? Est-ce que ça va pouvoir m'aider à bien développer mon entreprise grâce à Internet, ou est-ce que simplement il faut en faire un peu? Là, ça dépend. Parce que ça dépend des secteurs d'activité. Parce que puisque sur le SEO, on répond à des requêtes utilisateurs, il faut qu'il y ait de la demande. Donc, typiquement, bon, si je vends des vélos, nous, en tant que consommateurs, on cherche à acheter un vélo, 9 fois sur 10, je pense qu'il y a un moment donné, on va sur Google pour trouver des comparatifs, des vidéos, des choses comme ça pour nous aider. Et puis pour comparer les prix aussi, tout simplement, parce qu'aujourd'hui, on compare beaucoup les prix grâce à Internet et du coup grâce à Google. Donc là, oui, le SEO, c'est sûr, c'est indispensable. Si j'ai une boutique, une marketplace qui veut vendre des vélos, c'est sûr, le SEO, il faut investir dedans. Ça peut m'apporter beaucoup de clients. Ça va être très concurrentiel, ça va être très dur, mais ça va m'apporter des clients. Par contre, si je vends un produit qui est complètement innovant, là, c'est moins évident. Parce que si je vends un produit qui n'existait pas auparavant, en fait, je vais avoir très peu de recherche. Si je réponds à un besoin auquel il n'y avait pas de réponse avant, je vais avoir très peu de recherche sur Google. En fait, il va y avoir très peu de personnes qui vont rechercher mon produit. Donc, typiquement, quand je vends un produit, par exemple un logiciel pour un métier très spécifique, ou déjà, si ça se trouve, admettons, en France, par exemple, il y a 1000 personnes qui font ce métier-là, en fait, je suis sur une si petite niche qu'en fait, personne ne va trop taper de mots-clés qui sont en lien avec mes produits sur Google, et donc ça ne va pas m'apporter beaucoup de trafic. Si ça ne m'apporte pas beaucoup de trafic, ça ne m'apportera pas beaucoup de clients. Et donc, est-ce que ça vaut le coup de beaucoup investir dedans? Non.
Alors ça, évidemment, il y a des outils qui nous permettent de le voir, hein. Typiquement, on commence toujours le SEO, on en a parlé au début, par les mots-clés. On veut savoir sur quels mots-clés est-ce qu'on veut se positionner. Bah, ça, il y a des outils qui nous disent justement, bah, ce mot-clé-là, il est recherché tant de fois chaque mois sur Google. Par exemple, vélo rouge, peut-être ça va nous dire ça, c'est recherché 100 000 fois par mois sur Google, donc on va se dire, oh, c'est super. Par contre, des fois, bah, ça nous dit, ah, bah, ce mot-clé-là que j'avais en tête, bah, il est recherché 0 fois. Bon, s'il est recherché 0 fois, ça ne vaut pas le coup de trop s'embêter, en tout cas pour le SEO, hein, à rédiger tout un article dessus. Je vais pas y passer des jours, alors que de toute façon, ça n'intéresse quasiment personne. Alors des fois, c'est pas que ça intéresse pas les gens, c'est juste que les gens, étant donné que par exemple c'est un produit innovant ou une problématique un peu innovante, voilà, une nouvelle tendance, les gens n'ont pas encore le réflexe d'aller sur Google faire des recherches en lien avec ça, parce que tout simplement on n'en a pas l'idée, quoi. Donc voilà. Non, ok, non, c'est intéressant. Oui, j'avais jamais pensé à ça, mais c'est vrai parce que tout est lié aux mots-clés. Du coup, si les gens ne tapent pas votre mot-clé idéal dans Google ou Bing, ça ne sert à rien d'investir beaucoup de temps dans la rédaction d'articles et d'autres choses aussi. Du coup, ok, donc, mais si on parle des entreprises, des gens qui ont une activité qui est beaucoup cherchée sur Google. Du coup, la meilleure stratégie, c'est de rédiger un article de blog, de contenu qui est lié à un mot-clé, qui est intéressant pour notre cible. Du coup, après ça, donc, disons qu'on a écrit un très bon article de très haute qualité. Est-ce qu'il y a d'autres astuces, d'autres techniques que nous pouvons utiliser pour booster notre contenu, pour que ça soit en premier, en deuxième, en troisième? Alors, c'est vrai que si on a vraiment, voilà, on avait repéré notre mot-clé, on a rédigé un article qui nous paraît, hein, généralement, quand on vise un mot-clé, on regarde déjà ce que les autres ont fait. Et justement, c'est là qu'on se dit, OK, bon, ils ont fait ça, moi, je peux faire mieux. Et du coup, on va chercher à produire un meilleur article que les autres. On va rédiger, on va passer le temps qu'il faut. Alors après, il y a plein d'optimisations, hein. On peut optimiser les titres, les sous-titres. On va essayer de mettre notre mot-clé, comme je l'ai dit au début, dans le titre, dans les sous-titres aussi de l'article. Et aujourd'hui, ce qui peut énormément apporter comme petite technique pour aller un peu plus loin que la plupart, parce que honnêtement, aujourd'hui, faire un article de blog, par exemple, de 1000 mots, tout le monde le fait. Voilà. Il y a plein de rédacteurs à qui on peut aussi sous-traiter. Après, quand on rédige soi-même, c'est souvent un peu plus pertinent parce que on est un peu expert. Du coup, on va utiliser des termes, on va faire des explications que tout le monde ne peut pas faire, puisque nous, on est du métier. Mais bon, sinon, on peut de toute façon sous-traiter. Et donc, c'est vrai que ça ne suffit plus pour vraiment se positionner premier. Aujourd'hui, ce qui est très important d'utiliser, par exemple, c'est tout ce qui est média. Donc, par exemple, il y a des choses qu'on peut faire sur notre article de blog. Bon, alors, tout basiquement, mettre des photos. Bon, alors, mettre des photos pour mettre des photos, c'est bien. On va mettre une ou deux photos pour ne serait-ce qu'illustrer notre article, pour rendre la lecture un peu plus agréable, parce que du texte noir sur blanc, c'est pas toujours très gai sur le web. Mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est des schémas aussi, par exemple. Voilà, on peut mettre. Parfois, il y a des idées, des concepts qui sont plus faciles à comprendre via un schéma. Et du coup, ça, moi, en tant qu'article de blog, je peux passer un peu de temps. Mais aujourd'hui, c'est pas très compliqué de faire un schéma avec des outils web, pas besoin de faire du Photoshop, même si c'est pas très beau, mais au moins, ça va aider la compréhension. Ça, Google, il va le voir, les gens vont l'apprécier. Je peux mettre aussi de la vidéo. Moi, typiquement, c'est quelque chose que je fais de plus en plus. Ça dépend. On ne peut pas faire une vidéo par article, évidemment, mais pour les articles qui sont très importants, on peut aussi accompagner ça d'une vidéo. Parce qu'il y a des gens, ils vont faire la recherche sur Google, comment apprendre l'anglais, ils vont tomber sur un article, mais voilà. Après, il y a deux types de personnes. Il y a les gens qui vont avoir la flemme de lire et les gens qui ne vont pas avoir la flemme. Donc, il y a des gens qui vont lire. Et ceux qui ont la flemme de lire, s'ils voient qu'il y a une vidéo justement liée à l'article, ils vont peut-être juste lire la vidéo. Et comme ça va aussi répondre à leurs problématiques. Et au moins, ils n'auront pas à lire tout l'article. Et après, il y a aussi deux types de médias qu'on peut mettre. Par exemple, moi, c'est quelque chose que j'ai mis en place sur mon blog, et c'est format audio. Et pareil, c'est un peu pour les gens qui ont la flemme, et en même temps, c'est un peu tendance parce qu'on est quand même 2022, encore plus à l'époque du podcast. Et en fait, c'est vrai que les gens aiment bien consommer du contenu audio, parce que comme ça, ils mettent dans leurs écouteurs, ils sont dans le métro ou quoi que ce soit. Et c'est vrai que plutôt que lire l'article, ils vont mettre leurs écouteurs, et ils ont un petit lecteur où ils font lecture, et hop, ça lit l'article avec une voix. C'est plus la voix de Google comme avant, c'est des voix quand même maintenant, c'est des trucs automatiques, hein, qui lisent l'article. Et voilà, ça c'est du format audio. Tout ça, ça fait en fait à la fin, Google peut l'analyser, mais surtout ça fait que les gens restent potentiellement plus longtemps sur mon article parce que si j'ai un article, il y a du texte, il y a un format audio, il y a une vidéo, en fait je réponds à tous les besoins. Après, bien sûr, il faut que le contenu soit bien derrière. Mais c'est des choses qui vont faire en sorte que
il y a un format du contenu qui correspond à peu près toute la population. Du coup, j'ai un plus grand pourcentage de personnes qui restent longtemps sur ma page. Et du coup, tout ça, ça renvoie voilà, de la donnée à Google, comme quoi la page est pertinente. Et du coup, ça peut m'aider à être bien positionné. Et autre truc aussi, un peu astuce qui peut être bien, c'est d'envoyer du trafic. Dès que je publie un article, d'envoyer du trafic dessus. Alors, quand je dis envoyer du trafic, alors, il y a des gens qui peuvent un peu tricher et on peut payer des robots pour aller sur notre contenu. Bon, on peut le faire, mais c'est même pas de ça que je parle. C'est que quand je publie un article sur mon blog, immédiatement, si j'ai une petite communauté sur les réseaux sociaux, par exemple sur LinkedIn ou sur Instagram, Instagram c'est plus compliqué, mais bon, pourquoi pas, je partage immédiatement mon article sur les réseaux sociaux parce que s'il y a du trafic qui va dessus, Google va le voir, il va se dire, ah, ce contenu semble être de qualité, il vient d'être publié, il y a déjà des gens qui vont dessus. Bien sûr, il faut que les gens restent un minimum sur la page et du coup, ça peut l'aider à tout de suite bien se positionner sur Google. C'est des petites choses comme ça qui peuvent aider et voilà, on essaye de mettre toutes les chances de son côté. OK, donc il faut promouvoir son article dès que possible Ouais, sur les réseaux sociaux, si vous êtes un mailing list ou quelque chose comme ça. Et ouais, aussi, c'est comme ça. beaucoup de choses dans le marketing, il faut que ça soit facile pour les gens parce que, comme tu as dit, les gens, ils ont souvent la flemme et ouais, voilà, ils ne vont pas forcément lire tout l'article. Donc, oui, les vidéos et d'autres choses sont intéressantes aussi. OK, tout, cool, très bien. Donc, je pense qu'on a une très bonne idée maintenant de SEO, comment ça marche et comment ça peut nous aider à mieux communiquer ce qu'on propose. Du coup, oui, chez WeSay, nous avons beaucoup d'entreprises comme clients qui travaillent à l'international. C'est pour ça qu'ils se forment aux langues. Du coup, si je veux développer mon activité en Espagne, en Allemagne, pardon, aux États-Unis. Est-ce que c'est facile de créer du contenu en plusieurs langues ou c'est une tâche assez compliquée? Alors, ça c'est une excellente question parce qu'aujourd'hui, et moi je le vois encore plus, de plus en plus d'entreprises veulent très rapidement se lancer à l'international. Donc c'est vrai que moi je le vois hein, parmi les clients qui viennent vers moi, il y en a de plus en plus qui systématiquement, même si c'est le début de l'entreprise, ils disent bah, notre site, on veut le faire en 3 langues. Et ça, c'est vraiment déjà quelque chose que j'ai remarqué moi là, depuis quelques années. Et c'est vrai qu'alors c'est facile. Alors, produire les contenus, c'est pas facile en plusieurs langues. Mais d'un point de vue web, bon, déjà, il faut que le site internet puisse faire coexister plusieurs langues. Aujourd'hui, c'est pas le plus compliqué. La plupart, si on utilise par exemple WordPress, on peut créer une version de notre site par langue. Donc après, il y a des petits drapeaux, trucs un peu classiques qu'on voit sur tous les sites internet, et les gens peuvent switcher déjà d'une langue à une autre. Et puis généralement, en plus, d'un point de vue technologique, ce qui est intéressant, par exemple, si on a une version italienne de notre site, si quelqu'un se connecte depuis l'Italie, notre site le repère hein, via son adresse IP, et du coup, il va tout de suite lui afficher déjà le site en Italie. Alors bon, ça, c'est déjà pour poser un peu le tableau. Ça, c'est pas le plus compliqué. Après, c'est vrai que d'un point de vue SEO, en fait, c'est pas très compliqué. Hein. Si j'ai mon site qui est traduit dans plusieurs langues, après, c'est simplement, il faut qu'on indique à Google, via une balise qu'on appelle la balise hreflang, les différentes versions de notre site et les différentes versions de nos pages. Parce que typiquement, alors, on peut décider voilà, si j'ai mon site avec ma page d'accueil, un blog avec 50 articles et puis 10 pages, bon, généralement, si je veux, par exemple, me développer en Allemagne, bah, je vais faire traduire toutes ces pages-là. Et en fait, j'aurai le site français et le site allemand qui seront exactement les mêmes. Simplement, c'est le contenu qui sera traduit. Bon, bah, il faut en fait indiquer à Google que ah bah, sur la page en français, par exemple, la page qu'il écrit mon service, il faut que je lui indique quelle est sa sœur allemande, entre guillemets. On va appeler ça une sœur allemande quelle est sa sœur allemande. Et du coup, en fait, ça se passe vraiment dans le code source. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça se passe vraiment dans le code source. Et ça, c'est du coup le travail du développeur, de la personne qui a développé le site. Et en fait, ça va indiquer, bah, OK, l'équivalent de cette page-là en allemand, l'URL, elle est là. Donc, généralement, l'URL, de toute façon, c'est quasiment la même. Hein. C'est simplement, par exemple, ce serait wissay.com, slash, après, souvent, il y a genre slash fr, slash de pour l'allemand, c'est des petits codes comme ça. Mais voilà, ça, il faut que ce soit fait. Et ça, généralement, c'est vraiment le développeur du site. Aujourd'hui, c'est très commun. Donc ça, c'est pas la partie la plus compliquée. Par contre, la partie la plus compliquée, moi, je dirais, c'est sur vraiment quand une entreprise en est à ce point-là, de se dire, bon, on s'est développé d'abord en France, ça marche bien pendant 1 an, 2 ans, et voilà, on veut développer d'autres marchés. Souvent, c'est soit l'Espagne, soit l'Allemagne, soit des fois l'Angleterre, les USA directement. C'est de se dire, bon, on génère du trafic sur notre site, via notre site français, on veut juste le dupliquer pour l'autre pays. Ça, souvent, ceux qui veulent aller un peu vite,
en se disant juste on traduit nos pages et nos articles dans une autre langue et ça va être bien, c'est plutôt une mauvaise idée parce que déjà, l'ensemble de notre site a été construit à la base, peut-être pour une cible qui était en France, par exemple, et peut-être que la cible, voilà, la population allemande ou anglaise ou américaine ou italienne, va pas du tout réagir aux mêmes choses que la population française, et du coup, de simplement traduire le site comme ça, avec presque un traducteur automatique, honnêtement, c'est 99% du temps voué à l'échec. C'est-à-dire que c'est bien, on va avoir un site avec un drapeau anglais, mais en soi, c'est comme s'il n'existait pas ce site anglais parce qu'il ne va pas être bien référencé sur Google. Parce que simplement traduire un contenu français en anglais, ça ne suffit pas. Généralement, une chose qui peut être très intéressante, c'est de faire appel à un natif, parfois pour au moins relire des fois nos contenus. Nous, on peut traduire, parce qu'on gagne du temps, il faut avoir la compétence évidemment, mais on peut le traduire. Mais après, c'est quand même toujours intéressant de demander à un natif vraiment du pays, qui sait sa langue maternelle, de relire nos pages, nos contenus, parce que des fois, il y a des formulations, des expressions qu'on va traduire. Par exemple, parfois, on va utiliser une expression française. Bien sûr qu'on peut la traduire en anglais, mais en fait, ça n'a aucun sens parce que c'est pas du tout une expression qui est utilisée en Angleterre, par exemple, et du coup, les gens vont juste rien comprendre. Et du coup, en fait, ils vont lire notre article qui peut-être était génial en français, et en fait, pour eux, en anglais, ils vont se dire, ouais, l'article il est pas mal, mais on sent, enfin, on n'a pas l'impression que c'est quelqu'un de très expert qui l'a rédigé. Et du coup, en fait, ça peut faire un gros flop. Donc déjà, chose importante, traduire efficacement et pas via un traducteur automatique, évidemment, les contenus de notre site et les faire relire par un natif pour être sûr que le contenu corresponde parfaitement et ajuster, voilà, mettre la petite touche du pays, on va dire, sur le site. Après, le site globalement, si, comme je disais, d'un point de vue technique, il y a les bonnes balises. En fait, on indique sur notre site, Google comprend la langue de notre site, ça c'est évident. Il comprend la langue, évidemment, puisqu'il lui-même a un traducteur, donc il sait traduire les langues. Mais après, si on a plusieurs versions, par exemple, on peut faire coexister 5 versions, 5 langues différentes de notre site. On lui indique vraiment, bah voilà, cette page-là, elle est en allemand dans le pays qui est l'Allemagne. Bon, c'est pas très compliqué pour l'Allemagne, mais à la limite, l'anglais, c'est plus compliqué. Ça, c'est une version anglaise pour le Canada. Ça, c'est indiqué dans le code source. Et du coup, nos pages vont automatiquement, Google va les favoriser sur le moteur de recherche Google.ca, donc la version canadienne du moteur de recherche. Après, si c'est UK, ça va plutôt être l'Angleterre. Et c'est vrai qu'en plus, l'anglais n'est pas le même dans chacun de ces pays. Donc, forcément, notre site ne peut pas être traduit de la même façon dans chacun de ces pays. Donc voilà. Et on peut faire exister tout ça avec les bonnes balises et en traduisant bien, on peut effectivement, ça peut très bien se passer. Et quand même, la dernière chose, c'est vrai que là, j'en dis beaucoup parce que c'est un sujet qui est très compliqué et qui est très, très important. C'est important d'avoir tout ça en tête. C'est voilà, donc j'ai dit les balises, la traduction du contenu, et c'est aussi la recherche de mots-clés. Parce qu'en fait, parfois, on a nos mots-clés sur lesquels on veut se positionner. On veut juste traduire, par exemple, vélo rouge, bon, bah, red bike. Bon, là, c'est un exemple évidemment que ça marcherait parce que bon, c'est très basique comme recherche. Mais en fait, parfois, ça ne va pas marcher sur certaines recherches. Par exemple, nous, si on vend un logiciel, une solution, un produit, une machine très compliquée, la traduire comme ça textuellement, on va dire, du français à l'anglais ou à l'allemand, en fait, ça va peut-être pas marcher parce que peut-être que c'est pas les mêmes termes qui sont utilisés dans cet autre pays. Et donc, il faut quand même peaufiner notre recherche de mots-clés, et les outils qui nous permettent de rechercher des mots-clés en français, évidemment, nous permettent de rechercher des mots-clés dans à peu près toutes les langues. Même des petits pays, on peut avoir des mots-clés. Donc voilà, il faut refaire ce travail-là quand même de recherche de mots-clés, parce que peut-être qu'il y a certains articles qui ne sont pas du tout, du coup, sur des mots-clés en France, qui ne sont pas du tout recherchés finalement dans d'autres pays, parce que ce pays-là est en avance sur nous. Du coup, c'est un problème qu'ils ont déjà largement résolu. Du coup, il ne faut plus du tout de recherche Google sur ce sujet-là. Et du coup, il y a peut-être des articles qu'on va tout simplement pas traduire, parce que ça ne sert à rien. Donc, on ne va pas payer, passer du temps pour traduire un article ou une page, alors qu'il n'y en a pas besoin dans ce pays-là. Par contre, peut-être qu'on pourra en créer d'autres. C'est pour ça que souvent, si on veut vraiment faire les choses hyper bien à l'international, en fait, chaque site dans chaque langue est, entre guillemets, presque indépendant. Bien sûr, il y aura des choses en commun, c'est évident. Il y aura toujours des choses communes entre les différentes versions, mais presque, on ne va vraiment avoir des contenus pour l'Angleterre, des pays pour la France, des pays pour l'Espagne, parce que ça ne va pas être les mêmes mots-clés, les mêmes problématiques, ça ne va pas être les mêmes manières de parler. Et alors là, c'est vrai qu'une fois qu'on a dit ça, souvent quand on présente ça à un client, souvent le client il dit bah oui, mais non, mais je veux pas, ça va me coûter super cher, il faut
faut que je développe déjà en interne des compétences en langue parce que je peux pas tout sous-traiter non plus. Parce que si je sous-traite la totalité de ma traduction, mais que j'ai personne chez moi qui a la compétence linguistique, bah, je pourrais pas vérifier le travail qui a été fait. Donc, en fait, c'est trop dangereux. Il va falloir que je développe un peu de compétences linguistiques. Il va falloir que je sous-traite quand même éventuellement une partie de la traduction. Il faut que je vois avec des natifs pour relire. Il faut que j'ai une stratégie SEO pour chacun des pays. Ça va me coûter super cher. Ça va me prendre beaucoup de temps. C'est pas intéressant. Et là, du coup, ce qu'il faut se dire, c'est que si c'est pas intéressant de faire cet investissement-là, bah, en fait, c'est que c'est pas intéressant de développer l'entreprise dans un autre pays. Quand je veux me développer en Allemagne, il faut que je me dise, OK, combien ça va me rapporter de me développer en Allemagne? Quelle est la taille du marché? Généralement, on a fait une étude de marché pour ça. Et du coup, bah, il faut mettre aussi quand même les moyens en face pour aller se développer, pour que ce soit intéressant. Sinon, c'est que c'est pas intéressant. Et à ce moment-là, traduire un peu bêtement, par exemple, notre site, sans trop faire attention, parce qu'on n'a pas envie de se prendre la tête, on fait juste du Google Traduction de notre site, ça peut plus être néfaste pour notre… Déjà, ça ne va pas nous développer à l'étranger, et en plus, ça peut être néfaste, même à notre version française, et du coup, il vaut mieux pas le faire. Voilà. Ouais, Désolé ok. pour ce petit monologue, mais… Non, 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 c'est super intéressant. Ouais, non, c'est super, super intéressant. Ouais, il y a beaucoup de choses là. J'ai dû noter un petit peu, deux, trois choses parce qu'il y a beaucoup de choses à aborder. Du coup, oui, non, mais c'est intéressant parce que, oui, en fait, nous, chez Wissen, je crois que l'article le plus populaire qu'on a, on a ouais, 150 visiteurs par jour des fois. C'est un mail de relance en anglais professionnel, mais c'est intéressant parce que cette phrase n'existe pas en anglais. Mail de Ah relance, oui, il n'y a pas de phrase pour ça en anglais. Du coup, on ne peut pas ah bah oui. juste traduire ça Ah directement oui. en espagnol ou en allemand. Donc, c'est super intéressant. Et aussi, oui, donc, tu conseilles vraiment de faire oui, mais tout démarcher au début. Oui, normalement, c'est déjà fait si tu vas développer à l'international, mais aussi voir le plus de démarches qu'il faut faire pour traduire son site en la langue ciblée. Parce que ça ne suffit pas d'être juste de tout mettre en Google. Il faut vraiment créer un deuxième site. Bah, presque, oui. Techniquement, ce ne sera pas vraiment un deuxième site Mm, parce que ce sera, par exemple, si on utilise WordPress, on se connectera toujours au même WordPress, mais il faudra vraiment avoir une réflexion de se dire, il y a le site anglais, le site français, le site allemand. Du coup, ce n'est pas forcément les mêmes pages. Globalement, dans les faits, il y a beaucoup de choses qui sont communes, mais tu vois, typiquement, toi, tu as cité un exemple d'un article qui était très intéressant. Effectivement, mail de relance, peut-être ça n'existe pas. Du coup, cet article-là, tu ne vas pas pouvoir le mettre en allemand ou en espagnol. mm, Bah, du coup, peut-être que 90% de tes articles pourront être dupliqués et traduits. Parce que globalement, c'est quand même les mêmes, surtout en Occident, on va dire, on est quand même tous un peu mm. pareils. Mais par contre, voilà, il y aura quand même certains qui ne pourront pas être traduits comme ça, parce qu'en fait, t'imagines un Anglais qui arrive, mail de relance, il ne comprend pas, il se dit, mais c'est qui ces gens? Ça peut avoir un effet néfaste. Donc, c'est vrai qu'il faut quand même avoir cette réflexion, entre guillemets, presque, mais je dis bien presque, que ce sont deux sites différents, si c'est deux langues différentes. Après, il y a quand même des choses qui sont communes. Ah, non, 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 c'est super intéressant. Et du coup, aussi pour le marché asiatique, pour la langue asiatique, parce que eux, ils ont vraiment une autre façon d'écrire. Et en fait, je crois aussi ils utilisent l'Internet et le moteur de recherche pas forcément comme nous. Est-ce que c'est la même règle pour traduire son site en chinois ou en Alors, japonais? alors, c'est vrai que alors ça, cette partie-là, c'est la plus compliquée parce que c'est généralement une entreprise qui commence à se développer en Chine, c'est plutôt des très grosses entreprises. Mm, Euh, en toute honnêteté, donc du coup, là, c'est plus les mêmes réflexions. C'est-à-dire qu'une grosse entreprise, elle va faire appel à une agence marketing internationale qui a des bureaux en Asie, qui a du coup des traducteurs, qui a des web marketeurs, etc. Et du coup, c'est vrai qu'un consultant freelance comme moi, si tu veux, j'ai pas vraiment de clients qui veulent se développer en Chine. Typiquement, pour être honnête, parce que moi, je suis plutôt sur des petites et moyennes entreprises qui se développent voilà, en France, en mm, Europe, éventuellement en Angleterre et aux USA, mais c'est tout. C'est vrai que la Chine, c'est très spécifique parce que leur moteur de recherche, Beidou, est très différent. Et puis surtout, la culture asiatique est vraiment très différente et pas du tout, enfin, alors ça dépend des pays, mais la Chine, typiquement, n'est pas du tout occidentalisée et américanisée comme d'autres mm, continents peuvent l'être. Hein. Nous, on est très américanisés. L'Afrique aussi s'occidentalise énormément. Donc, il y a des choses qui sont assez faciles. Là, par contre, l'Asie, c'est sûr que c'est complètement différent. Et du coup, les stratégies SEO, là, je pense, hein, en toute honnêteté, qu'il faut faire appel à des gens là-bas
il y a des Occidentaux qui créent des agences en Asie pour aider les entreprises occidentales à se développer en Asie. Et c'est complètement une autre manière de voir les choses. Je sais que les moteurs de recherche, c'est complètement différent aussi. Donc là, pour le coup, ce sera vraiment, entre guillemets, deux sites différents. Et d'ailleurs, souvent, c'est ça. Hein, même d'ailleurs, les marques asiatiques qui se développent, voilà, Xiaomi, tout ça, qui se développent d'abord en Asie, évidemment, parce que c'est un énorme marché. Après, quand elles se développent, quand elles ont commencé à se développer en Europe ou aux USA, c'était vraiment quand même des entités, entre guillemets, différentes, avec des sites Internet différents. Et on est plus sur la traduction français, espagnol, italien. Hein, c'est vraiment deux sites différents. Il y a le site Asie, le site Europe, le site USA, parce que ça va vraiment pas du tout être les mêmes sites. Là, ça va vraiment être trop différent. Donc voilà. Ok, non, intéressant. Non, non, c'est super important parce que, comme j'ai dit, ouais, chez nous, et aussi, j'imagine les gens qui nous regardent, ils ont un projet à l'international. Et du coup, moi, j'aurais pensé que c'était beaucoup plus facile que ça de développer son SEO dans un autre pays, mais en fait, il faut vraiment faire attention. Il faut vraiment investir dans ces tâches. Et ouais, c'est pas du tout évident non plus. Du coup, donc, avant de terminer, est-ce que tu as un dernier conseil pour quelqu'un qui souhaite développer son SEO, son site à l'international? Ah bah vraiment, c'est vraiment ne pas minimiser cet aspect. Moi, en fait, vraiment la pire erreur, vraiment, c'est ça mon conseil, c'est de se dire, on va installer un petit module et puis Google Traduction sur notre site. Bon, il y a de moins en moins de personnes qui font ça quand même. Aujourd'hui, on a bien conscience que c'est nul. Enfin, encore Google Traduction s'est amélioré, mais bon voilà, quand même, on a bien conscience que traduire son site avec Google Traduction, c'est pas une très bonne idée. Mais ça, ce serait vraiment la pire erreur. Bon, moi, je dis, mais c'est vrai pour plein d'autres choses dans une entreprise. C'est si on veut démarrer un projet, développer un nouveau produit, développer un nouveau pays, il faut être prêt quand même à investir et faire les choses bien. Donc, développer ses compétences linguistiques, c'est évident parce que même si on sous-traite, hein, voilà, moi, si je veux développer un site en Allemagne et que je maîtrise pas du tout l'allemand, même si je sous-traite la traduction, si je peux pas vérifier le travail, normalement c'est pas possible quoi. Ça se trouve la traduction va être toute nulle et ça va être du Google Traduction, je pourrais même pas le vérifier. C'est un gros problème. Et puis maintenant il y a quand même beaucoup aussi d'agences, de traducteurs indépendants ou d'agences de traduction qui aident. C'est vrai que c'est un coût parfois. Parfois d'ailleurs on dit que traduire un contenu ça coûte presque plus cher que le faire réécrire par un natif. C'est pas Ouais. totalement faux. Et c'est là aussi j'ai moi-même la compétence. Voilà, par exemple, je veux développer mon site en Allemagne. Si j'ai un minimum de compétences en allemand, je ne suis pas obligé d'être totalement bilingue, mais quand même un minimum de compétences en allemand, je peux à la limite contacter des rédacteurs allemands pour rédiger. Alors là, je leur donne des mots-clés. J'ai peaufiné ma recherche de mots-clés spécifiques à l'Allemagne et lui donner à rédiger un article en lui mettant le plan. Et je peux converser avec lui, lui dire voilà, tu commences par ça, après tu dis ça, après là, voici une source et tout. Et le faire écrire, je peux même faire des économies par rapport à un traducteur. Bon, c'est pas très gentil de dire ça, mais c'est quelque chose qui est possible. Dans tous les cas, il me faut de la compétence linguistique. Et si je veux me développer à l'international, la compétence linguistique, que ce soit de la développer pour moi-même, pour mes équipes, ou de la sous-traiter, de faire appel à des vraies personnes vraiment compétentes et pas simplement à une machine, c'est pour moi indispensable. Sinon, c'est que c'est pas intéressant. Du coup, ça sert à rien d'essayer d'aller se développer en Allemagne si c'est pas intéressant d'investir un minimum de temps et d'argent dans la traduction de son site, quoi. Ok, très bien. Ok, cool. Du coup, ok, on va terminer là. Du coup, je vais mettre le lien dans la description de ton site. Donc, Super. si les gens veulent te contacter, quel est le meilleur moyen? Ah ouais, s'il y a le lien de mon site, de toute façon, normalement, j'ai essayé de pas trop mal le faire pour que les gens puissent rapidement voir ce que je fais, ce que je propose comme service, et puis pour pouvoir demander un devis, me contacter, ou si les gens ont des questions aussi, faut pas qu'ils hésitent. Moi, je réponds volontiers aux questions via mon formulaire de contact, quand j'ai le temps, évidemment. Mais voilà, donc faut pas hésiter en allant sur mon site guersinguillaume.com. Il suffit de me contacter, c'est assez facilement identifiable. J'essaye de bien faire les choses sur mon site. Ok, très bien. Ok, super. Merci beaucoup. Ça a été très, très, très intéressant. J'espère pour les gens qui ne savent pas trop sur la SEO aussi, moi, je connais un petit peu, donc j'ai trouvé super intéressant. Et oui, je pense que ça va beaucoup aider à nos élèves chez WIC aussi. Donc, oui, merci beaucoup. Merci d'être venu. Merci à toi, Georges, pour l'invitation. Merci beaucoup.